Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Grand Format. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier avec Anas Frewi, PDG du groupe Ad-Doha. Anas Frewi, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, ma première question concerne un peu le secteur de l'immobilier. On entend beaucoup de choses sur le secteur. Comment il évolue actuellement? Alors, le secteur immobilier, contrairement à ce qu'on dit, et pas sérieusement, le secteur se porte très bien. Et si on lit les chiffres du ministère de l'Habitat, il y a encore aujourd'hui au Maroc plus de 500 000 logements de déficit. Donc il y a encore beaucoup à faire et beaucoup d'années en face, parce que le besoin annuel est pratiquement de à peu près 80 à 90 000 logements par an. Et au Maroc, on produit entre 80 et 100 000 logements maximum. Moi, je vous ai posé la question parce que quand on parle un peu aux banquiers, ils nous disent que il y a un peu de resserrement au niveau du financement parce que certains promoteurs ne vont pas bien. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, exactement, parce que il y avait des conventions. Lorsque le logement social a démarré, il y avait une convention de 5 000 logements par an. 5 000 logements par an a été réduite à 2 500 logements par an. Et quelques années après, ça a été réduit à 1 000 logements par an. Et 2-3 ans après, ça a été réduit à 500 appartements tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Donc, un promoteur qui ne peut pas réaliser 100 appartements par an, honnêtement, ce n'est pas un promoteur immobilier. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de promoteurs qui sont venus, d'ailleurs, au ministère aujourd'hui. Il y avait 100-200 conventions signées. Aujourd'hui, il y a plus de 850 conventions signées avec des promoteurs qui se sont engagés de faire 100 appartements par an. Donc, vous comprendrez que 100 appartements par an, ce n'est pas un promoteur immobilier. Donc, nous avons vu que beaucoup de gens qui n'ont aucune relation avec le secteur de l'immobilier, donc qui sont des différents métiers, différents secteurs, et qui sont allés vers la promotion immobilière pour réaliser de logements. Et finalement, ils n'ont pas pu réaliser les 100 logements par an. D'autre part, les banques, elles aussi, elles ont recadré. Et heureusement, elles ont bien fait de recadrer ce secteur et de dire on ne peut pas donner des crédits à tout va. Donc aujourd'hui, les banques ont resserré en étudiant les dossiers, où le projet se passe, qui va faire le projet, comment ce projet est structuré, quels sont les clients à qui. Donc ils ont repris en main, recadré un petit peu ce business model pour que le crédit ne puisse pas donner des crédits à des promoteurs qui demain ne vont pas rembourser. Alors, actualité oblige, quand vous êtes un groupe coté à la Bourse de Casablanca, vous venez de publier vos résultats semestriels. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces résultats? Quelle lecture vous en faites? Alors, la première lecture, c'est justement le marché. Nous avons pu dégager sur le premier semestre, sur le plan Génération Cash qui a commencé en janvier 2015 à ce jour, donc à mi-parcours, donc 18 mois, nous avons pu récolter 14 milliards de dirhams de cash. Donc ces 14 milliards de dirhams de cash proviennent de ventes d'appartements et de villas. 101 mètres carrés de dation. Maintenant, en ce qui concerne la dette, parce que le plan Génération Cash a été mis en place justement pour la dette, et donc, encore une fois, sur les 18 mois, nous sommes à 2,7 milliards de dirhams de remboursés. Remboursés aux banques. Donc, quand je veux dire 2 milliards 700 millions de dirhams, c'est après avoir remboursé nos billets de trésorerie, nos emprunts obligataires et les dividendes. Et ce qui fait que nous sommes à 60% de l'objectif des 18 mois. D'accord. Vous avez justement parlé de l'endettement qui était un peu l'objectif du plan Génération Cash. Est-ce que depuis que vous l'avez lancé, vous avez ressenti une certaine différence dans votre relation avec les créanciers? Est-ce qu'ils sont plus rassurés? Doha n'a jamais eu de problème depuis fin 2014, lorsqu'on a lancé le plan Génération Cash. C'était une anticipation. D'accord. C'était une anticipation. On n'a jamais eu de problème avec aucune banque. Nous n'avons jamais eu d'impayé dans le groupe. C'est donc aucune banque n'a jamais rejeté un de nos effets ou un de nos chèques. Donc c'était une anticipation qu'on a voulu prendre pour la simple raison, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait arrêter la course aux chiffres.
Et cette course aux chiffres nous a démontré qu'on s'est retrouvé avec 15 000 appartements non vendus, finis, terminés, construits, mais non vendus. Et on s'est dit, si on continue dans ce rythme, on va se retrouver avec 15, 20, 30 000 appartements. Donc on a dit, on arrête et on commence à travailler sur le stock produit fini, en priorité. Ça veut dire qu'on vend ce qui est produit fini et après on commence à construire. Et là, la politique du groupe aujourd'hui, on ne construit que ce qu'on a vendu. Et des 15 000 appartements qui étaient en stock, nous avons déjà pu vendre à partir de, sur les 18 mois dont je vous parle, 9 000 appartements. Justement, fin 2017 est assez proche. Est-ce que vous avez pensé à l'après-plan Génération Cash? Alors, une fois que je vais être plus clair pour cette réponse. Pour moi, nous avons fait le plan Génération Cash, il est en route. On constate que dans les 6 premiers mois, nous avons fait nos résultats, comme vous avez vu le voir sur notre communiqué, on a fait 690 millions de dirhams de résultats nets après impôt sur les 6 premiers mois. C'est quand même un résultat assez intéressant. D'une part. D'autre part, la rémunération. La rémunération est de 7%. Et la distribution est de 80%, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on n'avait pas fait de distribution, on aurait pu faire le plan Génération Cash en 24 mois. Mais on a tenu à ce que nos actionnaires puissent être... Notamment ceux en bourse. En bourse, exactement. Les actionnaires en bourse soient rémunérés, nos banques remboursées et faire de la croissance. Donc on est à 12% de croissance entre janvier et 2015 et juin 2015 par rapport à janvier et juin 2016. Nous sommes à peu près à 12% à deux chiffres, une croissance à deux chiffres. C'est quand même important. Et nous avons dégagé 4 milliards de cash flow. Et à la fin du programme, Inch'Allah, nous allons dégager 8 milliards de cash flow. Donc c'est des chiffres quand même importants. C'est pour vous donner un petit peu la bonne santé du groupe et les fondamentaux du groupe. Maintenant, vous me dites, après 2017. Après 2017, nous sommes à l'aise et en toute confiance pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons une assiette foncière dont je vous parlais tout à l'heure, l'assiette foncière qui aujourd'hui tourne à 4500 hectares. 4500 hectares dans les centres urbains, premièrement, autorisés et prêts à être mis en chantier. Donc vous êtes sûr qu'il y aura des projets sur les 4500? Sont déjà autorisés et déjà prêtes. Donc c'est ce qui nous donne de la visibilité. Et moi aujourd'hui, je dis à mes équipes, et je l'ai dit devant vous, 2015-2017 pour moi c'est du passé. Pour moi mon objectif aujourd'hui c'est 2018-2020. Et si je peux dire 2018-2020, c'est grâce à cette assiette foncière qui aujourd'hui que nous avons achetée dont nous sommes propriétaires. Et qui, je vous le précise, dans la valeur comptable de nos bilans est comptabilisée à 10 milliards de dirhams. La valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition comptable. Ouais. Parce qu'au Maroc, la réglementation ne permet pas de valoriser par des experts la valorisation future. Ouais. Donc, elle est aujourd'hui valorisée à 10 milliards, comptablement. C'est ce que nous avons payé. Réellement, combien ça vaut? Et aujourd'hui, réellement, d'après les expertises que nous avons faites, elle tourne autour de 25 milliards de dirhams. Plus que le double. Exactement. C'est des terrains que vous avez achetés en 2006-2007. Aujourd'hui, on est en 2016. Oui, en 10 donc ans, 10 ans, avec les autorisations les terrains qui sont autorisés, donc vous comprendrez que la valeur a plus que doublé. Si aujourd'hui vous voulez l'acheter, vous l'avez acheté au moins 2 fois ou 3 fois le prix. Donc, je vous disais tout à l'heure, ma réflexion aujourd'hui, à quoi je pense tous les jours, c'est 2018-2020. Parce que les équipes sont en train de travailler sur 2015-17. Tout est là, la feuille de route est là, pour qu'ils puissent continuer jusqu'en fin 2007. Mais il faut préparer la stratégie d'après. Il faut préparer la stratégie d'après, 2018-2020. Alors 2018-2020, nous avons 3 choses. La première, c'est dont je vous parlais, Doha Prestigia, qui, elles, ont du foncier pour aller à plus que 2020. Donc, Doha Prestigia,
ont de la visibilité. Donc quand on dit Doha et Prestigia, c'est le logement social et le haut Et standing. le haut standing. Bien. Ada, le haut standing et le social. Maintenant, il y a un créneau sur lequel on est en train beaucoup de travailler, c'est Coralia. Coralia, c'est la classe moyenne. Et on se rend compte que dans le secteur, le logement social est bien servi. Mais c'est la classe La haute moyenne gamme qui- est bien servie, mais le moyen standing n'est pas, la classe moyenne n'est pas bien servie. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. Et là, il y a beaucoup de travail, et je profite de cette occasion pour qu'on puisse s'asseoir, les différentes administrations, différents ministères, avec les membres de la fédération, pour trouver des solutions pour lancer le logement. Il y avait une première initiative du ministère. Oui, Est-ce que il y a n'était eu pas des, satisfaisant il y a eu des initiatives, il y a eu deux, je pense même deux lois qui sont sorties, mais qui malheureusement n'ont pas donné de résultats. Et aujourd'hui, il faut se poser la question, si ça n'a pas donné de résultats, pourquoi Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce qu'on a beau refaire la loi pour 2017, 2018, et ça ne donnera pas des résultats. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut corriger? Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Pour moi, c'est, par exemple, on ne peut pas construire un terrain parce que le logement, la classe moyenne veut un logement en centre-ville, donc il faut de la hauteur. Il faut de la hauteur, ça permet d'amortir Les charges du foncier. Ça, c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas construire un R plus 4 ou un plus 5 avec un prix de Sachant 600 qu'il n'y a pas 800 000 d'avantage dirhams. offert sur le foncier. Et il faut, non, je dirais sur les hauteurs et sur le côté fiscal. Je vous dis, 1, Doha et Prestigia. 2, lancement de la marque Coralia, si jamais on puisse arriver à ces facteurs dont je vous ai parlé. Troisièmement, l'Afrique. Parce que pour nous, l'Afrique, c'est un relais de croissance très important. C'est des marchés vierges où il n'y a rien. Mais, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est un domaine très compliqué parce qu'il faut acheter le terrain. Il faut que le terrain soit bien placé. Une fois que le terrain est acquis, il faut qu'on trouve des entreprises pour pouvoir, parce que les entreprises sur place savent construire un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, mais ils n'ont pas l'expérience de construire des milliers de logements. Une fois, il faut le marché. Donc les banques n'étaient pas habituées à faire des crédits à long terme. Quand je dis long terme, 20-25 ans. Donc aujourd'hui, les banques, heureusement, nous avons des banques marocaines qui existent en Afrique, qui eux, je les remercie dans cette interview parce que nous accompagnent de pouvoir avoir des crédits de 20-25 ans. Donc ça n'existait pas en Afrique. Aujourd'hui, les banques marocaines le font parce qu'ils dupliquent sur le modèle marocain. Il reste un petit problème, le taux. Le taux en Afrique reste élevé. Donc c'est là où on est en train de voir avec les banques aussi pour pouvoir revoir ce taux. Et il y a aussi des pays où le cadastre n'existe pas. Donc là, dans certains pays, ils se sont engagés avec nous que avant fin 2017, que cette loi soit mise en place du cadastre et de consommation foncière. Et nous avons anticipé à lancer, parce que en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ça roule très très bien. Donc, en Guinée, ça a pris un peu de retard à cause de ce facteur dont je vous ai parlé, le taux bancaire 22% et l'absence de cadastre. Et là, nous avons anticipé, lancé la construction pour anticiper. Donc, en attendant que la loi sorte, le temps que nos immeubles sortent, donc on va être au rendez-vous. Donc vous avez l'espoir que ça se fasse avant? Oui, absolument, parce que nous suivons. Les gens de l'administration guinéenne sont venus au Maroc, ils ont dupliqué, ils ont vu un petit peu le modèle marocain, ils sont revenus et la loi doit sortir avant la fin de l'année. Et nous avons 3 autres pays sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc nous avons le Tchad, nous avons le Cameroun et nous avons le Congo-Brazzaville. D'accord. Si vous permettez, je profite de cette occasion pour vous poser une question que beaucoup de monde se pose et où il y a une petite confusion. Est-ce que c'est le groupe Doha qui investit en Afrique ou bien c'est le groupe Safraoui? Non, ça a toujours été... On entend souvent cette question revenir. Non, cette question, pour être clair, c'est le groupe Doha et la société qui dirige ces projets, c'est Doha Afrique, qui appartient à 100% à Doha. Donc,
100% du capital Doha Afrique, c'est Doha. Donc la confusion qui se passe souvent, lorsque nous lançons un projet de cimenterie, les gens disent Doha a lancé une cimenterie. Là, il y a la confusion. D'accord. Là, la confusion, parce que c'est deux choses complètement différentes. Mais en ce qui concerne le logement, c'est uniquement Doha qui lance ces projets dans les 3 pays d'abord et les 3 autres pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui 2015-2017, pour moi, c'est bouclé. On lance 2018-2020. Bon, du moment qu'on a ouvert cette parenthèse, mieux vaut en profiter. Aujourd'hui, le groupe Sfraoui est engagé sur plusieurs secteurs. Bon, il y a l'immobilier à travers Doha, il y a le secteur cimentier. Et justement, aujourd'hui, ce n'est plus que le Maroc où vous investissez, mais aussi à l'étranger. Et parfois dans des pays où on ne s'y attendait pas, comme la France. Il y a eu dernièrement des informations sur des investissements en France, notamment de cimenterie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 2 projets? Et notamment, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Oui. Donc aujourd'hui, vous savez que nous avons 2 grosses cimenteries au Maroc. Donc c'est Simat, que vous devez connaître, qui n'a aucune relation avec Doha. Donc Simat produit à peu près 3,5 millions de tonnes de ciment par an. Et donc nous avons lancé des cimenteries en Afrique. Et ces cimenteries en Afrique ont été lancées en 2011. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2011 que nous avons pris l'initiative d'aller en Afrique. Et donc là aujourd'hui, nous avons une cimenterie en Afrique à Abidjan, qui est opérationnelle, qui produit 1 million de tonnes. Nous avons une nouvelle usine en cours de construction à San Pedro, en Côte d'Ivoire toujours, 1 million de tonnes. Et nous avons une en Côte d'Ivoire qui est installée à Bouaké de 350 000 tonnes. Donc en tout, nous allons avoir une capacité de 2 350 000 tonnes de ciment à partir de 2017. Donc nous allons être le plus gros promoteur, le plus gros producteur de ciment en Côte d'Ivoire. Donc nous avons une cimenterie en Guinée qui produit, qui est très bien installée. Donc tout le matériel, c'est du matériel allemand. Et toutes les usines ont été faites clé en main. Donc, ça fait la différence par rapport à vos concurrents? Ça dépend. Il y en a qui ont du matériel allemand, il y en a qui ont du matériel chinois. Chacun a type de matériel. Mais nous avons voulu, et c'est comme notre usine marocaine, des usines allemandes clé en main, de manière à respecter l'environnement, parce que c'est impératif. Donc l'environnement, avoir des assurances, des sécurités par rapport à nos fournisseurs. Donc la Guinée marche très bien. Nous sommes installés en Burkina Faso. Donc nous venons de lancer une nouvelle usine. Donc nous sommes à Ouaga et nous venons d'installer une usine à Bobo, donc au centre du Burkina Faso. C'est pour vous dire un petit peu l'Afrique pour nous est prioritaire de rentrer même dans les petites villes au centre du pays. Donc nous sommes installés au Cameroun. Et là, au Cameroun, nous sommes en train l'usine va tourner à 500 000 tonnes et à partir de 2017, on double la production à 1 million de tonnes. Nous sommes installés au Tchad. Nous sommes installés au Mali. Nous sommes installés en Mauritanie. Nous sommes installés le Gabon. Le Gabon. Oui, le Gabon, qui tourne très bien, une usine au Gabon. Donc nous avons même racheté une ancienne usine au Gabon. Donc on a 2 usines au Gabon actuellement. Et donc ça fait à peu près une dizaine d'usines, 10-12 usines en Afrique qui tournent très bien. Qui sont opérationnelles. Et au Ghana, nous avons une grosse usine de 1 million de tonnes. Nous avons démarré avec 1 million de tonnes au Ghana. Et donc nous avons d'autres objectifs africains. Et cette fois-ci, l'Afrique de l'Est. C'est notre prochain objectif. Si j'ai bien suivi l'actualité, vous ne vous contentez pas seulement de l'Afrique, mais aussi l'Europe. Vous visez aussi l'Europe. Alors l'Europe, comme on dit, pourquoi pas. Donc il faut oser le faire et on l'a fait. Donc on a démarré une première cimenterie au Havre, d'une capacité approximativement de 500 000 tonnes, qui est opérationnelle, qui vient de démarrer la semaine dernière, donc flambant neuf. Et une deuxième installation en cours, celle de Marseille. Et là, je vous ai montré tout à l'heure le document que je viens de recevoir
avec l'accord de principe pour lancer cette usine à... Donc les choses se sont un peu rétablies. Exactement, les choses se sont maintenant. Nous confiants par avons rapport. prouvé que nous étions capables d'installer cette usine à Marseille. Et ils ont pris l'exemple du Havre pour que nous étions des gens sérieux et que nous n'étions pas là pour spéculer. Donc ils ont vu le modèle du Havre et donc nous avons eu les accords de principe pour lancer l'usine de Marseille. Alors la toute dernière actualité qui a concerné le groupe Sfrewi, et ça aussi c'est le 360 l'avait révélé en avant-première, c'était votre lancement dans le secteur automobile. Vous avez créé une nouvelle filiale dans l'automobile, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que va faire cette filiale. Cette société qui a été constituée à Fremantle, donc le capital de 10 millions de dirhams, c'est un capital qui a été libéré il y a 2,5 millions de dirhams qui a été libéré. Donc, 1,250 000 dirhams par actionnaire. Donc, nous sommes deux partenaires dans cette opération. Et là aussi, l'information que je vais vous donner, nous avons constaté que nous avons plusieurs millions de tonnes qui circulent en Afrique, entre le clinker et le ciment. Donc, on a pensé monter une société qui importera des camions. Donc, nous aurons des camions où nous cherchons à avoir même l'exclusivité pour que nous ayons nos propres camions, donc de représenter une marque de camions en Afrique. Je parle bien en Afrique, pas au Maroc. Le Maroc n'a jamais étudié le cas du Maroc, c'est pour l'Afrique seulement. Et de pouvoir transporter ce ciment, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est plus de 5 millions de tonnes de ciment et 5 000 tonnes de clinker qui roulent dans ces différents pays. Donc je pense que ça mérite, et ça, c'est quand vous comptez 10 millions de tonnes divisé par le nombre de camions, ça vous fait des milliers de camions qui travaillent. Et là, vous avez toutes les marques de camions, et des camions qui tombent en panne, et des camions ceci. Et quand vous avez des transports qui doivent se faire du port au Cameroun, et qui doivent remonter jusqu'au Tchad, vous voyez un petit peu les kilomètres qu'il faut faire. C'est énorme. Quand vous avez le port du Sénégal, il faut aller monter le Mali, vous voyez un petit peu les kilomètres. Donc nous avons souvent des camions, pour ne pas les citer, en panne, pas en panne, des camions qui ont fait des accidents, ceci, cela. Donc c'est là pour assurer notre logistique, parce qu'il faut assurer la logistique de ce tonnage, qui est pratiquement 5 et 5, ça fait 10 millions de tonnes. Nous avons la réflexion, je dis bien encore une fois, c'est la réflexion, de pouvoir avoir qu'une marque que nous représentons, qui servira le transport de ce ciment, et ni montage, ni vente de voitures au Maroc, ni quoi que ce soit. Nous n'avons jamais eu l'intention ni de faire de chaînes de montage de voitures au Maroc, parce qu'il y a des gens qui savent le faire et nous, ce n'est pas notre métier. Comme je vous disais tout à l'heure, chacun son métier, et ni la vente d'automobiles elle-même au Maroc. Donc la société Afrimontor dont vous avez parlé ne concerne uniquement que l'Afrique et uniquement pour accompagner l'activité. Anas Sfrewi, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Amis de l'E360, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.